Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la deuxième du genre, puisque aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale spoiler. J'en ai déjà fait une que je vais essayer de vous remettre ici. C'est le résumé spoilant du tome 4 de la saga Doreen de Raven Kennedy. Et je vous disais dans cette vidéo là que j'aimerais bien justement pour des tomes de saga essayer de faire des résumés spoilants assez régulièrement. Je sais que ce ne sera pas des vidéos qui seront très regardées du fait du contenu, puisque si on n'a pas envie de se remémorer ce qui se passe dans ce tome là parce qu'on l'a déjà lu, il n'y a pas d'intérêt à regarder la vidéo. Donc je sais que ce sera des vidéos qui seront moins vues, mais c'est des vidéos que j'aime regarder quand ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas lu le tome précédent et que j'ai besoin de me remémorer un petit peu ce qui s'est passé dedans. J'ai eu d'ailleurs un retour qui me disait qu'il n'y avait pas assez de vidéos comme ça et que la personne en l'occurrence, juste avant de commencer le tome 5 de la saga Doreen, avait regardé ma vidéo, et c'est vrai que ça me conforte dans l'idée que même si ce sera pas forcément ce qui prime en termes de visibilité, et c'est pas grave parce que c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et ce qui est encore plus chouette, c'est de pouvoir spoiler du début à la fin. Là j'avoue que j'adore. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler du tome 1 de Fate and Flamme de K.A. Tucker. Donc c'est un destin de rage et de flamme et je vais le spoiler de A à Z. Du coup, je vous le redis, si vous n'avez pas lu le tome 1, ne regardez pas cette vidéo, passez votre chemin puisque je vais vraiment vous raconter tout ce qui s'y passe du début jusqu'à la fin. Donc vraiment, partez. Si vous ne l'avez pas lu, partez. Par contre, si vous avez envie de vous remémorer ce qui se passe dans le tome 1 avant de potentiellement lire le tome 2 ou même le tome 3, eh bien je vous invite à rester et on commence tout de suite. Alors, comme c'est ma deuxième vidéo, je sais pas trop par où commencer, même si au final je vais commencer par le début. Comparé à ma dernière vidéo, j'ai pris des noms. J'ai essayé de prendre des noms de royaumes, de termes particuliers et je vais essayer de faire ça correctement. Il y aura peut-être des scènes qui seront pas forcément dans le bon ordre puisque c'est quand même un livre qui fait 550 pages je crois à peu près, donc ou même 580 il me semble, bref. Donc voilà, peut-être que ce sera pas exactement chronologique à certains moments, mais globalement il devrait y avoir à peu près tout, sauf si bien sûr j'oublie certains détails, mais ça devrait le faire. Donc pour cette histoire, on va commencer avec Taryn, qui est une jeune femme de 21 ans qui vit à New York, qui est sous la coupe de Korsakov, qui est un riche revendeur en fait. Il revend au plus haut franc des marchandises qui ont été volées, et c'est Taryn qui va voler ces marchandises pour lui. Depuis qu'elle est toute jeune, elle vit dans la rue, il a fallu qu'elle apprenne à se débrouiller dans la rue et elle a rencontré Taryn justement, d'où le fait qu'elle ait pris l'identité de sa mentor qui lui a appris à devenir voleuse professionnelle. Donc elle lui a enseigné toutes les astuces, tous les trucs, et du coup Romeria de son vrai nom a pris en fait ce job entre guillemets, et c'est comme ça qu'elle s'est fait recruter par Korsakov qui avait vraiment besoin de quelqu'un pour voler les marchandises dans les galas de bienfaisance, dans toutes les réunions comme ça avec de riches personnes. Et voilà, globalement c'est ça sa vie actuelle. Si elle s'est retrouvée dans la rue, c'est parce que son père un jour a assisté à un meurtre qui a été orchestré par un démon avec des cornes, et il en est entre guillemets devenu fou puisque dans notre monde actuel, voir un démon tuer un humain, une humaine d'ailleurs il me semble, c'est complètement infaisable, et donc son esprit s'est complètement fracturé. Il vit dans la rue du coup et il raconte à tout le monde de faire attention aux démons, aux créatures et tout, et voilà, il s'est fait complètement mettre au banc de la société, et elle a continué de vivre un petit peu avec sa mère qui s'est tournée vers une secte un peu de... Alors pas vraiment de sorcières puisque justement ils chassent les sorcières pour les éliminer en fait. Et Romeria, un jour, elle va assister à un bûcher pour éliminer une sorcière, entre guillemets. Et ce jour-là, elle va décider de quitter la secte dans laquelle elle est et où elle ne
cautionne pas du tout tout ce qu'il lui a enseigné. Elle va quitter sa mère et c'est comme ça qu'elle se retrouve dans la rue et que de fil en aiguille, elle va être repérée par Korsakov. On commence par un vol, donc elle est à un gala de bienfaisance, elle est censée voler, il me semble, des boutons de manchette à un riche donateur et elle va se faire repérer par Sophie. Sophie, on ne sait pas trop qui c'est au début, on a juste un petit chapitre au tout début où elle est avec Elijah, qui est son amant, son mari, l'homme de sa vie, ça se passe en 1700 et quelques et en fait on se rend compte que... elle est proche de la folie, Sophie, donc elle décide de se faire transformer en vampire, en immortel, on va dire, par Elijah, qui est lui-même un immortel. Sauf qu'en fait, ça va pas vraiment bien se passer, elle va réussir à se transformer en vampire pour éviter que la folie ne la guette. À ce moment-là, on ne sait pas encore pourquoi elle va devenir folle. Et... le problème c'est que quand elle se réveille le lendemain matin, son mari est décédé en fait. Il est vraiment mort à côté d'elle et on sait qu'elle va tout faire pour essayer de le ramener à la vie. Donc on revoit Sophie actuellement en fait qui aborde Romeria, qui lui dit en gros qu'elle sait tous les vols qu'elle a perpétués, qu'elle sait ce que c'est sa véritable identité parce qu'elle l'appelle par son vrai prénom et qu'en gros elle est prête à lui payer le double voire même le triple que ce que son patron lui paye actuellement puisqu'elle a besoin de ses services. Romeria elle le sent pas trop ce truc là, donc du coup elle refuse la proposition de Sophie et en fait en discutant avec Sophie elle va louper sa fenêtre de tir et elle ne va pas pouvoir réussir à voler les boutons de manchette de cet homme. Les gardes du corps entre guillemets de Romeria viennent la rechercher en lui disant que 2 échecs dans le même mois, elle va se faire en gros défoncer par Korsakov. Il l'emmène et sur le chemin elle dit qu'elle a très faim, elle s'arrête sur un truc de hot dog, un vendeur de hot dog qu'elle connaît bien, qui la prévient que Eddie, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, est revenu, est sorti de prison et qu'il est dans le parc à côté. Et en fait on se rend compte que Eddie c'est son père, qui lui dit vraiment de trouver la biche dorée. Ça c'est un petit peu énigmatique et en fait un des gardes de Korsakov vient la chercher en lui disant que c'est bon, elle a rien à faire avec un SDF et que il faut y aller. Donc on s'arrête là-dessus entre guillemets. Et on arrive dans un entrepôt où là, il y a un truc qui va pas puisque au niveau de l'ambiance, on sent qu'il y a quelque chose qui est louche. Surtout qu'il y a une grosse berline garée devant avec des hommes qu'on ne connaît pas. Ils arrivent dans le bureau de Korsakov et ils trouvent Korsakov décédé, enfin assassiné, avec les gardes qui étaient là avec lui assassinés également. Et il y a Sophie qui est là avec une épée et elle attend Romeria. Elle va dire à Tony, donc, qui est le frère de Korsakov qui l'escorte à ce moment-là, qu'elle veut Romeria, en gros, que Korsakov n'a pas voulu négocier avec elle, et que du coup, bah voilà, ils sont morts, et donc là, ça va être à lui de choisir. Il essaye de négocier, elle lui dit « Non, mon coco, en fait, ton patron, il n'a pas voulu négocier avec moi, maintenant, ce qui va se passer, c'est soit tu me laisses Romeria, soit je te tue, et je la prends quand même. » Donc, il décide de lui laisser Romeria. Elle a rien demandé à personne, mais voilà, elle a encore ballotté d'un puissant à un autre puissant, donc elle part avec Sophie en Belgique, puisque elle vit en Belgique, où elle lui dit qu'elle a besoin d'elle pour voler quelque chose qui va lui permettre de sauver son mari. À ce moment-là, Romeria ne sait pas du tout que en fait, Elijah est décédé, que c'est un immortel, puisqu'elle ne conçoit pas que la magie, tout ça, ce soit réel. Donc elles arrivent dans le château de Sophie et là elles vont dans la crypte. Romeria se rend compte de tout ça. Sophie lui explique que Malachi va l'aider à sauver son mari, mais il a besoin d'une pierre et il a besoin que Romeria aille voler cette pierre. Pour voler cette pierre, elle poignarde Romeria avec une corne que Malachi... Donc le sort de feu de cet univers-là, puisqu'il y a 4 sorts pour les 4 éléments, donc il s'est arraché une de ses cornes et elle va poignarder Romeria dans le cœur, puisque pour pouvoir aller chercher cette pierre, il faut qu'elle meure. Donc... c'est ce qui se finit sur notre monde actuel et Romeria de notre monde actuel va se réveiller dans une sorte de labyrinthe avec des roses, c'est la nuit.
Elle a du sang sur sa robe, mais elle n'a pas de vraie blessure. Elle a un élancement au niveau de la poitrine, mais elle vient de se faire poignarder. Donc voilà, elle trouve ça à peu près logique, mais elle comprend pas du tout ce qu'elle fait là. Elle va trouver une flèche à côté d'elle ensanglantée, mais elle comprend pas pourquoi c'est là. Et elle entend des cris d'une femme et elle décide d'essayer de s'enfuir de ce labyrinthe-là parce qu'elle pense qu'elle va être rattrapée par des personnes. Et voilà, elle est un peu désorientée. Elle va arriver sur un pont où il y a un homme qui est en train de malmener une femme. Et visiblement, cet homme-là, il la connaît. Il lui parle, il l'appelle par son prénom, donc par le prénom de Romeria. Et il lui dit que leur plan a mal tourné, qu'il faut vite qu'elle parte à Lindor, je crois, c'est ça, pour essayer de trouver de l'aide et tout, mais qu'elle ne peut pas rester ici. Et que lui, il a prévu de s'amuser avec cette femme-là. Et en fait, il l'accroche avec de la myrte, donc une corde de myrte, et il la balance par-dessus bord dans le lac. Romeria, qui est restée sur le pont à ce moment-là, ne comprend pas du tout ce qui se passe puisqu'elle ne connaît pas cet homme, elle ne connaît pas cette femme et elle entend visiblement des gens qui arrivent à cheval et en fait elle se dit qu'elle ne peut pas laisser cette femme mourir, ce n'est pas possible. Donc elle décide de sauter dans le lac pour essayer de sauver cette personne. Il y a une information que j'ai oublié de vous dire, Sophie lui a donné une bague avant de l'envoyer dans ce monde-là en lui précisant bien que ça allait la protéger et qu'il ne fallait pas qu'elle enlève cette bague sous aucun prétexte. Voilà, ça sera important pour la suite, mais là il y a déjà un truc qui va se passer avec la bague et j'avais oublié de vous le dire. Bref, donc elle saute, elle n'arrive pas à trouver, c'est trop sombre. Elle remonte à la surface et là il y a plein de gardes qui sont au niveau du pont. Elle leur demande de l'aide, elle leur dit qu'elle a besoin de lumière pour voir à l'intérieur en fait. Et elle replonge et là sa bague va se mettre à luire et à faire de la lumière. C'est comme ça qu'elle va trouver la jeune femme qui est dans l'eau. Elle va toucher la corde de myrte qui va se désintégrer à ce moment-là. Elle ne comprend pas du tout pourquoi et elle va remonter à la surface avec cette jeune femme. Quand elles arrivent sur la berge, la femme qu'elle vient de sauver revient à elle, crache de l'eau, tout ça, et il y a des personnes du coup sur la berge qui la voient, qui la reconnaissent, alors qu'elle, elle ne les connaît pas du tout. Et on la capture en fait, et ils comprennent pas pourquoi elle a sauvé cette personne-là, puisque en fait, cette personne-là, la jeune femme qu'elle a sauvée, c'est la princesse Annika, donc la sœur du roi Xander, qui est présent avec un de ses commandants. Et en gros, il lui balance que il comprend pas pourquoi elle l'a sauvée, parce que après avoir assassiné le roi et la reine et avoir tenté d'assassiner son frère et sa sœur, il comprend pas pourquoi là, elle a décidé de finalement sauver sa sœur. Elle comprend pas du tout ce qui se passe. Et le roi qui est présent, donc Xander, est à deux doigts de vouloir la tuer et finalement il se rétracte parce que elle vient quand même de sauver sa sœur de la noyade, donc voilà. Et en plus sa sœur elle lui dit mais elle a désintégré une corde en myrte, ce qui n'est pas possible puisque c'est un matériel qui est incassable on va dire. Donc elle se fait saucissonner et elle se fait envoyer au cachot. Elle ne comprend pas pourquoi on l'accuse de meurtre, puisque elle ne se souvient de rien, de ce qui s'est passé avant dans cet endroit-là. Elle ne se souvient que de sa vie à New York depuis toujours en fait. Donc, elle est dans son cachot, on apprend que c'est pas le pire qu'elle ait pu vivre, que sa paillasse en paille, c'est pas le pire endroit où elle est dormie, c'est juste que depuis quelques années, elle vit dans un plus haut standing, on va dire, puisque Korsakov l'a payé quand même plutôt bien. On va avoir Xander, donc le roi, qui va arriver dans sa cellule et qui va essayer de trouver des explications parce qu'il comprend vraiment pas pourquoi elle a essayé de sauver Annika, donc sa sœur à lui. Il en remet une couche, elle comprend pas du tout et en fait il y a une attirance un petit peu qui se passe et finalement Xander va décider de l'embrasser et elle, comme c'est quand même une voleuse professionnelle, elle va lui rendre son baiser parce que, voilà, il y a une petite attirance quand même, mais elle va essayer de lui piquer sa dague quand même pour se protéger. Sauf qu'il va s'en rendre compte et du coup il met fin au baiser et il lui dit que ça confirme ce qu'il savait déjà, qu'elle est prête à les tuer tous et que pour ça, le lendemain, elle finira sur le bûcher au même titre que ses alliés qui ont été arrêtés.
Il lui demande quand même aussi qui sont ses alliés parce que elle n'a pas pu réussir son coup d'état sans aide de la part de personnes qui étaient déjà présentes dans le château. Elle sait rien, elle sait même pas ce qu'elle fait là, hein, donc voilà, elle sait pas, elle peut pas lui donner d'informations. Il s'en va, c'est tout. Donc, elle est enfermée toute seule au cachot, elle voit les bûchers dehors, après avoir assisté au meurtre d'une sorcière présumée dans son monde sur un bûcher. Elle est terrorisée par ça et elle décide de s'enfuir de sa cellule. Elle trouve des épingles dans sa coiffure et elle crochette la serrure. Avec pas mal de mal quand même, mais elle finit par réussir à crocheter sa serrure et au moment où elle va arriver dans la cour du château, elle croise Annika justement qui est venue pour essayer de la libérer. Elle la déteste toujours, Annika, puisqu'elle a quand même tué ses parents, donc voilà, elle la déteste. Mais comme elle vient de la sauver de la noyade, elle a une sorte de dette envers elle, donc elle décide de l'emmener auprès de Margaret, qui est une grande prêtresse, et elle va pouvoir demander un petit peu l'asile auprès de cette grande prêtresse-là. Donc elles partent. Romeria, elle comprend toujours pas trop ce qui se passe, mais elle va la suivre parce qu'elle veut pas mourir, tout simplement. En arrivant dans l'endroit où la grande prêtresse est censée être, elles vont trouver son cadavre qui a été un petit peu déchiqueté et elles vont tomber face à face à un Daknar. Je ne suis pas trop sûre de la prononciation de cette créature-là, mais c'est une créature qui essaye de tuer Annika. Donc, Romeria, elle se dit que de toute façon, elle est condamnée à mort, que elle s'est pas fait capturer en sauvant la princesse pour la laisser se faire tuer à ce moment-là, que de toute façon elle est condamnée, donc autant essayer de sauver la princesse une nouvelle fois, de lui laisser une fenêtre de sortie pour qu'elle puisse s'échapper et elle combattre cette créature-là. Elle est terrifiée à ce moment-là puisque, je vous rappelle, elle ne croit pas en la magie, elle ne conçoit pas que les créatures puissent exister, mais elle va quand même essayer d'attirer son attention et de battre cette créature. Et elle va perdre connaissance puisque la créature va venir et va la croquer, on va dire. Enfin déjà, elle lui déchiquette un petit peu l'épaule et elle va venir la croquer dans le cou. Et elle perd connaissance à ce moment-là. Elle se réveille 3 jours plus tard auprès de Wendelin, qui est une prêtresse également, qui est en train de la soigner. Donc ça fait 3 jours qu'elle est, entre guillemets, dans le coma, on va dire. Et elle essaye de dire que franchement, elle se rappelle de rien. Elle part plutôt du principe qu'elle est amnésique puisque Sophie lui avait dit il faut que personne ne sache qui tu es et de où tu viens. Donc elle dit juste qu'elle est amnésique. Et comme elle était plus ou moins morte quand elle s'est réveillée dans le corps de l'ancienne Romeria, bah du coup ça fait un petit peu de sens quand même qu'elle soit amnésique. Xander va arriver, va la trouver réveillée, va lui dire que c'est bien pratique de faire l'amnésique, il y croit pas du tout, et il va quand même encore une fois le discuter avec elle, lui dire qu'elle a réussi à tuer le Daknar alors que normalement ce n'est pas possible à part pour une grande prêtresse, que juste en fait en la mordant ça lui a créé des douleurs atroces et il en est mort. Il comprend pas du tout comment c'est possible, elle bien évidemment elle comprend pas non plus parce que voilà, elle débarque et voilà, du coup, il va dire à Romeria que il lui fait pas confiance, clairement, qu'il a une haine et une rage contre elle d'avoir tué ses parents dans des circonstances très difficiles, puisqu'elle les a empoisonnés et ils sont morts dans d'atroces souffrances. Donc il a la haine contre elle, mais il décide de la garder en vie finalement, déjà parce que c'est la seule personne qui puisse tuer les Daknar si jamais il y en a encore qui déferlent sur le monde, et en plus il veut vraiment savoir qui au sein du château l'a aidé en fait à monter son coup. Et donc il lui dit que il va la garder en vie, emprisonnée cette fois-ci dans une chambre du château et qu'il ne veut plus jamais la voir. Du coup, elle va être envoyée dans une chambre du château. Elle va juste avoir une servante qui va venir, qui ne lui fera rien. Elle va juste lui apporter ses plateaux et de quoi s'habiller. Mais elle lui dit « Je ne vous aiderai pas à vous habiller, je ne vous aiderai pas à vous laver, nanana. » Donc Romeria, elle est trop contente parce que je vous rappelle qu'elle vient de notre monde. Donc le fait d'être habillée, coiffée, lavée par quelqu'un d'autre, c'est pas trop son délire. Du coup, elle va passer 1 mois comme ça, où vraiment les fenêtres ne s'ouvrent pas, elle est enfermée dans sa chambre, elle ne peut pas avoir de quoi dessiner puisque elle aime beaucoup dessiner et elle a beaucoup de talent. Elle
se lasse en fait de faire les sympas dans sa chambre, de ne pas avoir d'échange avec d'autres êtres humains. Et en fait, même si au final elle est dans une chambre luxueuse et où la solitude ne la pèse pas, le fait de ne rien pouvoir faire, c'est difficile pour elle. Elle sait qu'elle a 2 gardes devant sa porte qui se relayent puisqu'elle va les espionner sous la porte et elle va compter en fait les pas qu'ils font et leurs démarches et voilà, elle va faire attention à tout ça pour savoir qu'il y a 2 gardes devant sa porte. Un jour, le roi va décider de la convoquer alors qu'il lui avait dit qu'il voulait plus jamais la voir. Elle va se faire escorter par Elisaf à ce moment-là. Ça va être la première interaction qu'elle va avoir avec un de ses gardes et justement, elle va lui dire que en fait, elle va introduire la conversation par bah vous allez pas vous reposer parce que vous avez quand même fait le pied de grue devant ma porte toute la nuit et tout. Donc il lui dit bah comment t'as fait pour savoir que... Enfin, comment vous avez fait pour savoir que c'était moi, quoi. Elle lui dit, bah vous avez le pas sautillant et en plus, vous êtes parmi les 2 gardes celui qui cire le mieux ses chaussures. Et je pense que c'est à ce moment-là précis qu'il y a une affinité qui se tisse entre les deux et que Elisaf, il se rend compte que bah peut-être qu'effectivement, elle a un trou de mémoire et que ça ressemble pas à la Romeria qu'il connaissait depuis des semaines. Elle arrive dans la salle des cartes, on va dire, et de la réunion avec le chef des armées, tout ça, et puis les conseillers du roi. Je ne sais plus exactement ce qui se passe dans cette réunion, mais je sais qu'il se pose vraiment des questions sur bah, quelle est la prochaine manœuvre de la reine d'Ibaris, puisque là on se trouve à Islor, donc le peuple et la nation de Xander du coup, et il y a une grande faille qui sépare ce peuple-là et cette région-là à Ibaris de l'autre côté. Et Ibaris, c'est la contrée d'où vient la princesse Romeria. Donc il y a cette réunion-là qui se passe, elle va juste se souvenir de Lindor, je crois, une ville que l'homme qu'elle avait vu en train de balancer Annika par-dessus le pont lui a parlé de cet endroit-là, donc elle va transmettre cette information-là, mais en disant que voilà, elle se souvient absolument de rien. Elle voit l'animosité et la rage de tout le monde à son égard dans cette réunion-là, y compris le roi, et voilà, elle va être renvoyée dans sa chambre. À ce moment-là, je crois, alors je vous ai peut-être dit tout à l'heure que c'était quand elle était dans son cachot, je sais plus exactement, mais là le roi il va lui dire que elle va se faire éduquer, du coup, qu'il va partir du principe qu'elle est effectivement amnésique et qu'il faut qu'elle soit éduquée parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire croire qu'en fait, elle est graciée de tous les crimes dont on l'accuse, que c'est pas vraiment elle, qu'il y a eu un complot et qu'elle va quand même vraiment monter sur le trône puisqu'elle est censée épouser Xander et devenir la reine de Islor. Donc ils vont monter un truc comme ça et il va envoyer Romeria à Wendelin qui est la prêtresse qui l'a soignée après avoir eu ses blessures du Dagnar et elle va lui faire un petit cours. Et donc là ça va permettre de faire une petite pause dans tout ce qui se passe et plus le côté historique de ce monde-là. On a les Isloriens et les Ibarisiens qui sont un peuple elfique on va dire. Pas des elfes avec les oreilles pointues, tout ça, affinité spécifique par rapport à la nature, tout ça. On va dire elfes, voilà, elfes. Il va y avoir une fracture entre les deux puisque les Ibarisiens, donc de là où vient Romeria, ils vont trouver que les Isloriens ce sont des monstres. On ne sait pas encore à ce moment-là pourquoi, on l'apprend après. Donc Wendelin, elle va lui donner un petit peu des informations sur les 4 sorts, donc les 4 divinités qui sont liées aux éléments, sur les jeteurs. Qu'est-ce que c'est les jeteurs? En fait ce sont des immortels puisque les 2 peuples ce sont en gros des elfes, pas au sens propre où on l'entend, mais des elfes qui peuvent posséder des affinités avec un des éléments en fait. Donc par exemple, on sait que Xander, lui, il a une affinité avec Malaki, donc avec le feu. Annika, on sait qu'elle a une affinité avec les plantes, mais je sais plus c'est comment le nom de la divinité. Et par contre, le frère jumeau de Annika, donc Atticus, qui est le chef des armées, lui, il n'a pas d'affinité. Bref, donc on sait qu'il y a cette possibilité-là. Elle va lui parler aussi des jeteurs clés. Les jeteurs clés n'existent plus puisque ce sont des jeteurs qui ont une affinité avec les 4 éléments. Et le problème c'est qu'ils sont trop puissants et qu'ils peuvent ouvrir la porte qui va faire déferler un peu l'enfer
ça va ouvrir la porte d'un enfer et faire sortir plein de créatures, en sachant que c'est déjà arrivé par le passé. Donc tous les enfants sont testés à leur naissance pour savoir si ce sont des jeteurs ou pas. Tous les jeteurs viennent de Islor. Ils vont être formés, ils vont être un peu bridés aussi, et tous les jeteurs clés en fait sont tués. Bref, là elle commence vraiment à se faire à ce qui se passe, et on va quand même à ce moment-là vraiment comprendre qu'elle était destinée à former une alliance de paix avec le peuple d'Islor, en se mariant avec Xander et en devenant reine de Islor. Donc il y avait un mariage arrangé qui s'était fait, sauf qu'en fait, il y avait une vraie attirance entre les deux, ils s'étaient vraiment plu énormément, et c'est d'autant plus une trahison pour Xander, puisqu'il n'a pas vu venir le coup en fait, et elle a quand même réussi à tuer ses deux parents. Donc c'est un fait, la méchante Romeria a vraiment tué ses parents. Du coup, elle apprend tout ça, elle est un petit peu chamboulée quand même, et le roi la fait venir parce que ça va être le moment de l'absoudre en fait de tout ce qu'on l'accuse d'avoir fait, même si c'est quand même vrai. Donc ça va être devant tout le monde, il va l'absoudre, voilà, et elle repart dans sa chambre. À la fin de la journée, elle décide quand même, puisqu'elle est installée à partir de maintenant dans la suite de la reine, qui communique avec la suite du roi, d'aller voir Xander en fait dans sa chambre pour lui demander comment ça s'est passé après, puisqu'elle n'a pas participé aux festivités après cette annonce-là. Et en fait, en arrivant sur le balcon, elle va le voir avec une tributaire. À ce moment-là, on ne sait pas que c'est une tributaire, mais bon, bref. Il va la voir avec une tributaire qui est sur son lit, voilà, machin chose et tout. Et en fait, il va mordre cette tributaire-là, il va s'abreuver de son sang. Elle va être archi choquée, Romeria, et en fait, il va se tourner vers elle parce que depuis le début, il sait qu'elle est venue. Il l'a fait exprès pour lui montrer sa monstruosité, entre guillemets. Donc elle repart dans sa chambre, elle est complètement bouleversée. Elle va à sa porte pour demander de l'aide à Elisaf, qui ne lui apporte aucune aide, qui ne lui parle pas du tout alors qu'ils étaient quand même devenus assez proches. Elle demande à Elisaf si lui aussi, en gros c'est un vampire, s'il se nourrit de sang humain. Et on a Xander qui arrive derrière elle et qui va lui dire que oui, bien évidemment, il est pareil et que quasiment tous les Isloriens sont comme ça. Du coup, elle est complètement choquée. C'est une chose en plus à digérer parce que elle qui partait sur un monde très terre à terre, ça fait beaucoup à digérer. Et du coup, on va lui expliquer que y a eu une malédiction en fait. Il y a un des Isloriens qui a voulu plus, qui a demandé une faveur à un sort. Sauf que le problème, c'est que la faveur, on l'obtient, mais on a quelque chose en contrepartie. Ce qui a engendré une infection qui a rendu les Isloriens pas addicts, mais qui ont eu besoin de sang humain pour vivre. Donc la communauté d'Islor, elle va fonctionner avec les immortels et les humains. Les humains sont obligés à leur majorité de servir les Isloriens comme tributaires justement, donc pour leur donner du sang. Et après, arrivé à un certain moment, ils vont continuer d'être esclaves des Isloriens immortels, mais sous d'autres formes. Et en gros, voilà. Quand elle apprend tout ça, c'est pas évident, mais elle se rend compte que Xander, quand même, il est un peu dégoûté de sa condition. Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est vraiment de libérer les humains, qu'on soit sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait plus d'esclavage, que les humains puissent avoir le choix d'être tributaires ou pas, puissent être rémunérés en conséquence, parce qu'il y a vraiment des humains qui aiment ça, et ils voudraient que ce soit un système plus égalitaire. Ce qui est bien évidemment très déprécié au niveau de la noblesse, parce que eux ils aiment beaucoup le système en place, bien évidemment. Donc voilà, cette vidéo va être beaucoup trop longue, je suis déjà à 35 minutes. Et j'en suis même pas à la moitié. Bref, on va essayer de booster un petit peu plus. S'ensuit une session où elle va être plus ou moins intronisée en tant que reine, même si au final ils ne se sont pas encore mariés. Ils attendent la prochaine lune rouge pour se marier. Bref, elle va être face à la cour. Là, Xander va lui expliquer un petit peu les nobles, qui est qui complote, machin chose et tout. Et en fait, il l'a fait venir parce que il y a des Ibarisiens qui sont censés avoir comploté avec Romeria.
qui ont été capturés et il les fait venir. Donc il y en a 3 qui viennent et il se trouve que Romiria ne les reconnaît pas, bien évidemment, puisque elle se souvient de rien. Ce qui aide Xander à se dire que peut-être que en fait elle est vraiment amnésique parce que en fait parmi les prisonniers il y a son frère à elle et elle a vraiment aucun souvenir de cette personne-là. Elle apprend également qu'il y a la fille d'un des nobles dont le nom est Adley qui avait pour but que sa fille épouse le roi. Donc ils sont pas trop contents qu'il épouse Romiria, surtout qu'ils sont quand même vachement en conflit avec Ibaris. Bref, donc il lui montre machin chose, elle comprend des choses et c'est surtout qu'elle apprend aussi que la princesse Romiria avant tout ça, elle était un petit peu genre sois belle mais tais-toi, elle jouait un rôle de elle est très belle mais elle est pas très... elle s'implique pas trop dans les affaires politiques et elle est un petit peu idiote quoi. Donc tout le monde pense qu'elle est toujours comme ça et pendant que les 3 personnes sont interrogées, qu'elle ne reconnaît pas du coup, Adley va prendre la parole, va demander à la princesse ce qu'elle en pense, sauf que elle, comme elle se souvient pas des 3 là, elle va dire qu'en gros, il faut, voilà, elle ne va pas aller à l'encontre des indications de son mari quant au fait de les exécuter, que bien évidemment que c'est inadmissible d'avoir comploté, que c'est une perte, nanana. Donc Adley il est un petit peu choqué et il va lui demander s'ils peuvent faire une ripaille. Elle sait pas ce que c'est, elle a déjà entendu ce terme-là et du coup, elle va dire qu'elle pense que effectivement c'est peut-être de circonstance. Tout le monde est un peu choqué. Elle se dit merde, qu'est-ce que j'ai accepté parce que franchement, je sais pas ce que c'est la ripaille. Xander est un petit peu choqué aussi, mais c'est tout, il dit rien. Et c'est surtout que Adley, quand il la confronte elle devant tout le monde, elle gère. Romiria, elle gère. Elle a le côté royal qui remonte, même si elle n'a pas du tout envie d'être reine. Elle a son côté royal qui remonte alors qu'elle elle vient de la rue, hein, je rappelle. Donc elle impressionne un petit peu tout le monde et quand elle en reparle avec Xander, il lui explique que la ripaille en fait, c'est le fait de mettre les personnes qui sont exécutées, enfin qui sont censées être exécutées, à disposition entre guillemets de la noblesse, que les nobles vont venir se repaître de leur sang jusqu'à ce que mort s'en suive, en sachant qu'il y a les prêtresses qui vont maintenir en vie les personnes qui sont censées être exécutées pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment horrible pour ceux qui sont condamnés à mort. Elle est dégoûtée pour ces personnes-là, même si au final elle n'a pas d'affinité avec eux, puisqu'elle ne les connaît pas. Donc ça se passe de mieux en mieux avec Xander. Après là ça va être un petit peu fouillis. Elle va se rapprocher aussi d'Annika qui vient la voir quand même régulièrement. Elles vont aller visiter le nymphée, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où elle est censée trouver la pierre de Malaki et elle va se rendre compte qu'en fait c'est une énorme pierre qu'elle ne peut pas voler, mais que par contre les immortels qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont à la lune rouge sur cette pierre là pour essayer d'être bénis d'un enfant. Et en fait, ça veut dire qu'il faut qu'ils conçoivent leur enfant sur cette pierre. Donc elle se rend compte que ce que Sophie lui demande et ce que Malaki lui demande, c'est de concevoir un enfant sur cette pierre-là à la lune rouge avec Xander. Donc elle se dit non, 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 c'est même pas la peine. Bref, donc il y a ça qui se passe, donc elle se rapproche d'Annika. Atticus, il commence à bien l'aimer parce qu'il se rend compte que c'est vraiment pas du tout la même personne, mais il y a toujours de la méfiance à son égard, bref, tout ça évolue petit à petit. Il va y avoir la couturière qui va venir la voir pour lui refaire une nouvelle garde-robe, donc voilà, il se passe ça, tout ça, tout ça. À un moment donné, Romiria elle va dire à Xander qu'elle a envie d'aller interroger le prince parce que le prince d'Ibaris parce que elle peut jouer son rôle pour essayer de lui faire, de lui soutirer des informations parce que même sous la torture, personne ne craque. Xander ne veut pas et puis finalement il dit ok, donc il l'emmène dans les cachots, elle réussit à soutirer quelques informations à son frère mais il comprend que quelque chose ne va pas et ils vont quand même découvrir que y a plein de fioles de poison qui ont été distribuées auprès des humains, auprès de certains qui sont contre Islor, parce que voilà, leur but c'était pas uniquement de tuer la noblesse, mais en gros c'est de tuer tous les Isloriens qui sont immortels et qui se nourrissent de sang humain. Du coup, quand il se rend compte qu'il y a un problème, il chope sa sœur en fait et il la fracasse contre les barreaux de sa prison. Donc elle a le nez cassé, elle a l'œil enflé et tout.
Elle se fait ramener dans sa chambre par Xander qui la porte et qui l'emmène dans sa chambre via un passage secret qu'elle avait cherché pendant des semaines et qu'elle n'avait pas trouvé. Donc elle est trop contente parce que la voleuse en elle aime quand même le côté passage secret. Donc elle se fait soigner par Gwendoline, tout ça, et le soir, elle attend que tout le monde soit couché pour aller essayer de déverrouiller le passage secret. Elle finit par y arriver et elle trouve en fait Xander et Atticus derrière le passage secret qui l'attendaient parce qu'ils se doutaient bien qu'elle allait tester de rouvrir le passage secret. Et en fait, ils vont l'emmener en ville puisqu'ils veulent avoir des informations un petit peu fraîches de ce qui se passe, donc ils y vont incognito. Ils vont dans une sorte de taverne où ils vont rencontrer Bexley. Bexley, c'est la tenancière de ce bar qui sait énormément de choses. Et de fil en aiguille, ils vont apprendre que le navire qui vient d'arriver, il y avait une jeteuse qui était à l'intérieur. Le frère de Romeria lui avait dit que justement il y avait une jeteuse qui s'appelait Yanka, qui était même une voyante, qu'il fallait absolument qu'elle retrouve et qu'elle la tue une fois qu'elle lui aurait livré toutes ces informations. Donc voilà, ils savent que machin chose, voilà, ils repartent et avec Xander ça devient de plus en plus chaud parce que y a l'attirance qui se fait. Xander apprend vraiment à apprécier Romeria. En fait, il la voit, c'est pas du tout la même femme qu'il a connue avant, et il voit sa bonté aussi parce qu'elle est très proche des pauvres, elle a envie de les aider parce que elle s'identifie énormément à ce qu'ils vivent puisque c'est des choses qu'elle a vécues quand elle était dans la rue. Donc voilà, il y a une attirance qui se fait et puis voilà, ça se titille un petit peu, bref. Donc ils vont finir par consommer, on va dire. Voilà, à un moment donné, Romeria, elle apprend que pendant la traversée qui a duré plusieurs semaines et qu'il l'a amenée en Islore, Atticus, il aurait défloré Romeria. Voilà, donc elle est choquée quand elle apprend ça, c'est Xander qui lui apprend ça. Il est content de voir à quel point elle est choquée et dégoûtée, et elle est outrée de se dire que son double ait pu faire une chose pareille, et elle est choquée que le frère du roi ait pu le trahir de la sorte. Donc du coup, elle a des soupçons par rapport à son frère à lui. Personne ne l'écoute parce que ça reste quand même le chef des armées et il est toujours derrière son frère et il le soutient quoi qu'il arrive, même s'ils sont souvent en désaccord. Du coup, il y a plein de choses qui se passent. À un moment donné, elle va en ville et elle va acheter une tributaire et ses 2 enfants. Tributaire qui est enceinte d'ailleurs, puisqu'elle va se rendre compte que la personne qui la détient en fait est cruelle, a violenté les enfants, qu'il l'a fait travailler alors qu'elle est, on voit qu'elle est crevée, qu'elle est au bord de l'accouchement et que voilà. Et par un petit stratagème de ce que l'immortel vient de lui dire, elle acquiert du coup la pâtissière, parce que cette femme-là elle est pâtissière, et ses 2 enfants. Donc ils sont ramenés au château et voilà. C'est un peu anecdotique mais c'est, je crois, mon passage préféré de ce livre-là. Bref. Donc en rentrant au château, il décide de passer voir Gwendoline, donc la prêtresse, pour qu'elle répare la main du petit garçon parce que son bourreau l'a quand même bien abîmé, donc voilà. Romeria, elle parle à Gwendoline et là il va y avoir des révélations qui se sont faites. Gwendoline va lui dire qu'elle a pas tout dit à Xander, qu'en fait elle s'est rendue compte que Romeria c'était une jeteuse clé, donc elle avait les affinités avec les 4 éléments, ce qui n'est pas possible. Elle lui explique aussi que avant qu'elle l'examine quand elle s'est fait attaquer par le Dacnar et qu'elle a vu que c'était une jeteuse clé, elle l'avait déjà examinée quand elle était arrivée par bateau en Islore, et que ce n'était pas une jeteuse clé, puisque la princesse Romeria, elle n'avait une affinité qu'avec de l'eau. Et du coup, elle lui dit que pour elle, il s'est passé quelque chose quand elle est revenue, entre guillemets, d'entre les morts, et que pour elle, c'est pas la même personne. Donc, elle se confie un peu. Romeria lui dit que, effectivement, elle vient de New York, que c'est une voleuse, qu'elle elle débarque comme ça, qu'on lui a demandé de voler la pierre, tout ça. Et en fait, comme c'est une jeteuse clé, elle se rend compte que si vraiment elle conçoit un enfant sur la pierre du nymphée avec Xander, ça va ouvrir les portes, justement. D'où le fait que Malaki avait besoin de Romeria pour le faire, puisque c'est une jeteuse clé et qu'il n'en existe plus dans ce monde de fantasy là et qu'il est venu la chercher dans notre monde à nous.
47 minutes que je filme, que je parle, je peux vous dire que j'en ai trop marre. Mais on commence à s'approcher de la fin. Wendelin lui dit que il faudra quand même qu'elle le dise à Xander à un moment donné, mais que elle saura quand ce sera le bon moment, on va dire. Bref, il va y avoir une chasse puisqu'il y a une nouvelle créature qui ressemble un peu à un sanglier mais en 3 fois plus gros qui tue un petit peu des immortels et des mortels. Donc il y a une chasse qui est mise en place qui finalement tourne mal et donc ce gros sanglier là va tuer énormément de choses dans le campement et va attaquer Romeria qui va réussir à le tuer parce que elle va trouver son affinité avec l'eau, elle va retirer sa bague qui l'empêche en fait d'avoir son affinité et elle va aider une des guerrières à tuer cette créature-là. Elle remet sa bague qui l'empêche d'avoir ses affinités parce qu'en fait elle se rend compte que en étant jeteuse clé, quand elle retire sa bague, il y a tout qui la submerge et elle ne sait pas du tout utiliser ses pouvoirs. Donc elle remet bien sa bague pour être tranquille. Donc il se passe ça et après on s'approche de la fin. Ça y est, on s'approche de la fin. Il va y avoir le gros festival qui va avoir lieu et à la fin il y aura la ripaille royale où les Ibarisiens qui sont voués à être exécutés vont se faire sucer leur sang par toute la noblesse. Bref, du coup ils assistent à ça, au duel, au machin et tout, ils passent quand même un bon moment et arrive le moment de la ripaille. Et du coup, le roi qui est contre ça va envoyer les nobles en fait et il se trouve que les nobles vont mourir les uns après les autres puisqu'en fait le sang des Ibarisiens est empoisonné au même titre que les tributaires du roi et de la reine étaient empoisonnés. Tout le monde pensait que c'était avec de la myrte liquide puisque la myrte c'est quelque chose qui est mortel on va dire pour les vampires entre guillemets. Donc ils ont fait exprès d'empoisonner leur sang pour pouvoir tuer un maximum de nobles. Et en fait ils se rendent compte que ce n'est pas du tout de la myrte liquide qui les empoisonne, c'est le sang de Romeria. Puisqu'en fait le sang de Romeria est un poison en fait pour ces immortels vampiriques. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Dagnar a réussi à être tué par Romeria, puisque quand il l'a mordu et qu'il a bu son sang, eh ben ça l'a tué en fait. Donc Atticus va décider de se retourner contre son frère à ce moment-là avec le soutien de Hadley en disant que en fait encore une fois c'est à cause de la princesse Romeria que ça fait 2 fois qu'il la met sur le trône et qu'il se passe des choses horribles, que du coup il n'est pas apte à devenir roi, tout ça. Donc l'armée va se scinder en 2 puisqu'il y en a une partie qui va aller derrière Atticus puisque c'est leur chef des armées et une partie qui va aller derrière Xander puisque c'est quand même le roi du royaume et ils vont s'enfuir. Entre temps on sait que Romeria elle est censée voir la voyante et la grande prêtresse en ville en fait chez l'apothicaire le soir même. Donc il se barricade dans sa chambre à elle et là ils vont partir. Elle va leur dire que il faut qu'elle passe quand même chez l'apothicaire. Elle leur dit pourquoi et là elle balance à Xander que en fait c'est pas vrai, elle est pas amnésique, qu'en fait elle s'appelle Romeria Watts, qu'elle vient de New York, que c'était une voleuse professionnelle, qu'elle a débarqué comme ça, que c'est une jeteuse clé. Elle lui balance tout. Donc lui, il est un peu deg de ne pas être au courant. Il savait qu'elle lui cachait quelque chose, mais il savait pas ce que c'était. Et pour autant, il est juste un peu deg de ne pas avoir été au courant tout de suite, mais ça va. Franchement, je trouve qu'il le prend bien. Elisaf qui les accompagne, il est choqué, mais ça va. Et au final, ils arrivent chez l'apothicaire. Ils ont prévu de se séparer après, que Romeria, elle reste avec la voyante, tout ça. Et Xander, il a prévu d'aller autre part, de se séparer parce que de toute façon, il lui dit que c'est plus possible d'être ensemble. Sauf que la voyante, elle leur dit que il va falloir déjà que Romeria, elle apprenne à contrôler ses pouvoirs, que ça va leur permettre de récupérer le royaume. Et c'est surtout qu'ils ne peuvent pas se séparés puisqu'en fait il faut qu'ils soient ensemble, que la prophétie elle dit que c'est grâce à eux deux qu'ils vont pouvoir sauver Islor, qu'ils vont pouvoir mettre fin à l'épidémie de trucs vampiriques qui se passent et que ça permettra de ramener la paix en Islor, en Ibaris, dans tout cet univers de fantasy là.
Et en gros, Xander dit ok, c'est bon. Donc ils suivent tous les deux, enfin même tous les trois avec Elisaf, la grande prêtresse et la voyante. Et ça se finit en gros comme ça. Il y a juste un tout petit chapitre à la fin où on a Sophie et Malaki qui discutent. Elle lui demande ce qui se passe, il lui dit qu'il y a eu un truc, mais que quoi qu'il arrive, elle ira sur la pierre et elle ouvrira les portes parce que en fait ça va arriver, même si elle ne veut pas le faire, ça finira par arriver. Et voilà la fin de ce tome 1. J'ai oublié des détails, je me suis rendu compte en vous racontant tout ça que j'ai oublié des détails. J'ai oublié le fait que Xander lui a mis des menottes, enfin c'est des bracelets qui l'empêchent d'accéder à son affinité avec l'eau, puisqu'il pense encore qu'elle a une affinité avec l'eau, alors qu'en fait elle a une affinité avec les 4 éléments. Bref, j'ai oublié plein de petits détails, mais globalement, c'est ça le résumé spoilant du tome 1. Et je peux vous dire que là, je suis à 53 minutes, et j'en ai marre. J'en ai marre, je trouvais déjà 40 minutes pour le tome 4 de la saga d'Oren, c'était très long. Et là, je peux vous dire que je trouve ça très long aussi. Du coup, je vais m'arrêter là. Pour ma part, c'était un immense coup de cœur. J'ai hâte de lire le tome 2. Sans doute dans pas longtemps, donc j'aurai très certainement pas besoin de regarder ma propre vidéo, mais franchement c'était trop bien, donc voilà. Du coup je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous remémorer ce qui se passe dans le tome 1 avant la lecture du tome 2 ou du tome 3. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!